beaucoup d'entre nous, la Suisse, c'est le SMIC à 4000 balles, le chocolat, l'horlogerie de luxe, la neutralité diplomatique et les coffres-forts qui regorgent de trésors de guerre, la mère de tous les paradis fiscaux. Mais ces dernières années, la Suisse a un peu perdu de sa superbe pour les milliardaires suffoqués par les régimes fiscaux impitoyables de leurs pays d'origine respectifs. En fait, pour accéder au marché commun européen et au marché US, la Confédération helvétique a dû faire pas mal de concessions. Surtout, elle a dû modifier sa législation sur le secret bancaire, ce qui a considérablement réduit son capital séduction. Certaines des principales banques du pays, à commencer par UBS et le Crédit Suisse, ont été forcées par les autorités US de payer des amendes records de plusieurs milliards de dollars. La Suisse n'est plus la Suisse. Elle dégringole dans le classement de liberté économique de la très conservatrice Heritage Foundation, passant de la première à la deuxième position. Alors, les impôts ont beau être encore très bas, ça ne suffit plus à la Suisse pour conserver son attractivité. D'ailleurs, le classement Doing Business de la Banque mondiale la situe à la 36e place. En 2008, elle était classée 19e. Bon, on va pas être alarmiste non plus, la Suisse continue d'offrir l'une des meilleures sécurités juridiques au monde pour les investissements ou l'épargne. Ça ne concerne pas que les dépôts de fonds. La Suisse est aussi une destination touristique très prisée pour ses pistes de ski, une puissance industrielle et un pôle très attractif de recherche et développement. Mais c'est aussi une destination très prisée pour les amateurs d'art avec la présence du port franc le plus important au monde, auquel d'ailleurs on a déjà dédié une vidéo. Et puis le franc suisse est une monnaie forte qui inspire la confiance des marchés monétaires internationaux. Mais bon, la concurrence des paradis fiscaux s'intensifie et les prétendants pour ravir le trône se multiplient. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui se démarque vraiment du lot, tant pour ses outils financiers que pour son emplacement géographique. Et les grandes fortunes ont pas tardé à réaliser son potentiel. On vous parle évidemment, vous l'avez deviné, de Singapour. La place financière sujette à une pression mondiale croissante. Hong Kong dépassera probablement la Suisse, mettant fin à plus de 200 ans de domination suisse dans le secteur de la gestion des fortunes privées transfrontalières, a écrit le Boston Consulting Group. Singapour sera même proche d'évincer la Suisse de la deuxième place dans les années à venir. Alors d'accord, on parle surtout de Hong Kong, mais le hic, c'est que c'est une place financière très axée sur la Chine continentale. Son principal atout, c'est d'être la porte d'entrée du marché financier chinois. Donc, elle n'est pas en concurrence directe avec la Suisse, dont le cœur de métier ces 2 derniers siècles a plutôt été la gestion de fortune des élites économiques du monde entier. Bon bah c'est à peu près pareil en Asie avec Singapour. C'est un environnement d'affaires qui offre des garanties juridiques solides pour que les élites économiques asiatiques puissent y placer leur épargne et leur investissement en toute confiance. Et à la différence de Hong Kong, à Singapour, c'est tout l'Extrême-Orient qui s'y donne rendez-vous. On vous parle de l'Indonésie, de la Malaisie, du Vietnam, dont les projections de développement économique pour les années à venir laissent penser que Singapour deviendra l'un des plus importants pôles de gestion de fortune au monde. Et ça, c'est pour les pays qui sont les plus proches. Un peu plus loin, il y a aussi la Corée du Sud, le Japon et même la Chine qui pourraient venir enrichir les banques singapouriennes. Mais comment cette cité-État est-elle parvenue à ce statut de paradis fiscal le plus attractif d'Asie? Que propose-t-elle pour que toutes les grosses fortunes asiatiques décident d'y déposer leurs actifs financiers ou leurs bijoux de famille? On t'explique. La Banque des Gobelins. Le cabinet Deloitte estime qu'en 2020, la Suisse abritait environ 2600 milliards de dollars en actifs étrangers. Ça vous paraît beaucoup? Eh ben, en 2021, on est passé à 4100 milliards. Pour comparer, selon la Banque de France, la capitalisation boursière totale du marché français fin 2022 était d'environ 2400 milliards d'euros pour un pays 8 fois plus peuplé. Mais Singapour est encore moins bien placé avec tout juste 2000 milliards de dollars d'actifs, soit la moitié du système financier suisse. Par contre, le système singapourien est en train de se développer très rapidement, même Hong Kong est menacé. Et ce qui n'aide pas l'ancienne colonie britannique, c'est les assauts répétés du Parti communiste chinois sur le modèle politico-économique hongkongais. On y a dédié toute une vidéo. En gros, avant qu'elle ne bascule sous la férule du régime chinois, Hong Kong était une plateforme financière importante avec des garanties juridiques solides.
Mais en contournant le traité sino-britannique sur la rétrocession de Hong Kong de 1997, Beijing a considérablement amoindri l'attractivité de la ville. Hong Kong fait face à présent à une hémorragie des capitaux étrangers. Aucun investisseur n'a confiance dans le régime chinois, tout puissant même dans le secteur financier. Et il n'y a pas que les investisseurs étrangers qui fuient Hong Kong. Plusieurs gros portefeuilles chinois sont aussi en quête d'un nouveau sanctuaire financier. C'est justement ce qui explique l'essor de la plateforme financière singapourienne. Tout indique que la cité-État finira par dépasser Hong Kong et deviendra l'équivalent de la Suisse pour le marché asiatique. Toujours selon Deloitte, entre 2010 et 2016, le volume du marché hongkongais, actions, épargne et tout un tas d'autres produits financiers a plus rapidement augmenté que celui de Singapour. Mais à partir de 2016, la croissance de la place financière singapourienne a dépassé celle de Hong Kong. Et les prévisions, elles pointent vers un écart toujours plus important dans les années à venir. En fait, c'est pas que Hong Kong perd en importance, mais plutôt que Singapour en gagne exponentiellement. En plus, il n'y a pas que le marché financier singapourien qui décolle. La cité-État accueille de plus en plus d'IDE, de sociétés à capital étranger et d'investissements immobiliers. Or, l'un des moteurs de la croissance singapourienne, c'est paradoxalement la Chine. Et même si la pandémie a accéléré ce processus, ça reste une tendance de fond qui a démarré bien avant. Le Financial Times estime qu'entre 2018 et 2021, à Singapour, le nombre de banques de gestion de patrimoine a augmenté de 1400%. Les fonds de placement, eux, sont passés de 50 à 1500 fin 2022, soit une augmentation de 3000% en 2 ans. 40% des capitaux placés dans ces fonds seraient d'origine chinoise. Et on compte pas moins de 500 entreprises chinoises enregistrées à Singapour jusqu'à l'année dernière. On parle de sièges régionaux d'où elles dirigeront par exemple leurs opérations en Inde. Et ceux qui pensaient que cette fuite de capitaux allait ralentir avec la fin de la politique chinoise du zéro Covid, ils se sont complètement plantés. C'est carrément le contraire qui est en train de se passer. 27 février 2023. Alors que la Chine rouvre, les vols vers Singapour de Chinois fortunés devraient s'accélérer. Et d'après le cabinet de conseil Henley & Partners, Singapour a accueilli environ 2800 fortunes rien qu'en 2022. C'est devenu la 3e destination privilégiée derrière les Émirats Arabes Unis et l'Australie. La Suisse, elle, n'est qu'en 5e position avec 2200 immigrés avec un gros compte en banque. Et même si les autorités singapouriennes ne publient pas les statistiques par nationalité, on estime que la plupart de ces nouveaux immigrants sont d'origine chinoise. En gros, maintenant que les grosses fortunes chinoises ont eu un aperçu de la rigidité du régime communiste chinois durant la crise Covid, ils préfèrent s'exiler fiscalement. Une autre inquiétude partagée par les multimillionnaires chinois, c'est la fin de la mansuétude de Beijing. Ils craignent que les autorités chinoises finissent par réagir et décident de mettre fin à la fuite des capitaux. Ceci est représentatif des politiques Covid et de la volonté du Parti communiste chinois de limiter la vie et les libertés des gens. Donc, en prévision du pire, ils doivent jeter leur filet de sécurité à l'étranger. Joseph Fan, professeur en finance et gouvernance à l'université de Queensland. Une autre raison pour laquelle plein de fortunes chinoises ont décidé de s'installer à Singapour, c'est l'invasion de l'Ukraine. Alors, il est où le rapport? Mais en fait, plein de Chinois considèrent que le risque que Xi Jinping déclenche une invasion militaire de Taïwan est sérieux. Une invasion qui entraînerait inévitablement des sanctions occidentales. Les grandes fortunes chinoises cherchent donc un territoire neutre, donc pas les USA, l'Europe ou Hong Kong, pour mettre à l'abri leurs comptes bancaires. La neutralité de la nouvelle adresse fiscale est nécessaire pour éviter de vexer le régime. Faut dire que le prix de l'insolence est très élevé. Personne n'est à l'abri de la colère du PCC. Chine. Après les fondateurs d'Alibaba, un nouvel homme d'affaires chinois disparaît mystérieusement. C'est donc Singapour qui coche toutes les cases pour accueillir les grandes fortunes chinoises. Par contre, il y a aussi des conséquences pour l'économie domestique. Déjà, les prix du logement à Singapour ont bondi de 8,6% rien qu'en 2022. Une année, 8,6%. Imaginez le même truc à Paris. D'ailleurs, les analyses de marché indiquent que les Chinois sont les principaux acquéreurs de biens immobiliers. D'où la raison pour laquelle on pense que la plupart des nouveaux immigrants fiscaux sont chinois. Faut quand même garder à l'esprit que la superficie de ce micro-État n'atteint même pas celle du Grand Paris et réunit tout de même 5 600 000 habitants. Donc pas si simple de résoudre la problématique du logement en construisant à tour de bras. Il y a juste plus de place. Bon alors, qu'est-ce que Singapour offre exactement aux Chinois pour qu'ils y voient leur planche de salut ?
Déjà, la cité-État est tout près de Hong Kong, 4 heures de vol max, ou de la Chine continentale. En plus, les 3/4 de la population singapourienne sont d'origine chinoise. Du coup, le mandarin y est très répandu, tout comme l'anglais d'ailleurs. Donc les barrières linguistiques et culturelles sont très faibles. Et puis, niveau académique, on trouve à Singapour parmi les meilleurs systèmes éducatifs et universitaires au monde. Un détail pour certains, mais qui séduit énormément les familles chinoises. Et puis, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le secteur de la gestion de patrimoine est très développé à Singapour. Donc encore un plus pour les fortunes étrangères. Un autre élément qui rend Singapour attractif aux yeux des multimillionnaires chinois, c'est le nombre d'entreprises chinoises enregistrées sur place. Assez nombreuses pour former un cluster très utile au réseautage et plus largement à l'épanouissement de la diaspora chinoise. Par exemple, ByteDance, l'un des principaux bureaux du géant chinois, est à Singapour, qu'on parle même d'un second QG. D'après une source, les propriétaires de TikTok ByteDance vont investir des milliards à Singapour pour 3 ans. Ils prévoient d'investir des milliards de dollars et de recruter des centaines d'employés à Singapour, après avoir choisi d'installer son siège régional pour l'Asie du Sud-Est. Ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Singapour devient une plaque tournante majeure pour les entreprises de la tech, surtout celles orientées vers la finance. C'est ce qu'on appelle la fintech. Donc, entre un système éducatif de premier plan, des infrastructures ultra modernes, une réglementation assez souple et plein de sociétés financières, c'est le combo parfait pour que la fintech fleurisse à toute vitesse. Mais c'est pas le seul secteur dans lequel Singapour se démarque. La ville du Merlion aspire pas moins à devenir le pays le plus riche du monde. La cité-État du futur. Entre le développement rapide de son centre financier et l'arrivée massive de capitaux étrangers, les autorités singapouriennes ont établi en fin d'année dernière une stratégie pour réaliser ces nouveaux objectifs économiques. Et qu'est-ce que Singapour espère achever exactement ? Les autorités singapouriennes ciblent surtout la biotech, le tourisme médical et la fintech. Entre 2018 et 2021, sur les 100 entreprises singapouriennes à la croissance la plus rapide, 10 se dédient à la fintech, 8 à la logistique et le transport et 7 dans l'énergie et les services publics. En fait, jusqu'en juin 2022, à Singapour ont été enregistrés près de 1000 fintech. À votre avis, c'est beaucoup ou pas ? On recense au total presque 10 000 aux USA, alors que c'est l'un des leaders mondiaux dans cette catégorie. Un pays qui, en passant, est 60 fois plus peuplé et qui ne compte que 10 fois plus de fintech. Ça donne une idée de l'importance du secteur à Singapour. Et il n'y a pas que la tech qui profite de cette croissance effrénée. Il y a aussi le secteur manufacturier. C'est même l'une des priorités du plan 2030 des autorités singapouriennes. Le secteur manufacturier, il pèse 22% du PIB singapourien. En France et au Royaume-Uni, il ne pèse que 10 et 9% respectivement. En gros, à Singapour, la manufacture représente un emploi sur 8. Donc, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que des gratte-ciel, des banques et des cabinets de conseil et des compagnies d'assurance à Singapour. Il y a aussi plein d'usines, ce qui permet de souligner l'importance de la crise du logement pour tous ceux qui ont une paye d'ouvriers et pas de banquiers. Par contre, on vous parle pas d'usine à charbon, hein. Ce sont plutôt des installations ultra modernes pour graver des semi-conducteurs, pour l'ingénierie de précision, pour la chimie et pour l'assemblage de composants aérospatiaux. En gros, les industries de pointe représentent 80% de la production singapourienne. Singapour fait pareil que la Suisse qui avait développé sa filière biomédicale. Les autorités singapouriennes ont senti le filon. Ils ont élaboré un plan de modernisation de son économie pour se concentrer sur la robotique et l'intelligence artificielle. Au passage, ça permettrait de réduire au strict minimum les emplois locaux à faible valeur ajoutée. Un tissu économique qui reposerait alors sur les travailleurs transfrontaliers de l'état malaisien de Johor. Un peu comme les Français qui font la navette quotidienne pour aller bosser en Suisse et rentrent le soir chez eux en France. Et la tactique des autorités singapouriennes est en bonne voie. Entre 2017 et 2021, on estime que ce système transfrontalier a permis d'augmenter annuellement la productivité du secteur manufacturier de 11,9%. Et pourquoi est-ce que les autorités n'ont pas renoncé au secteur manufacturier pour se spécialiser dans le tertiaire, c'est-à-dire l'industrie du service ? Tout comme les Suisses, les Singapouriens veulent éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Ils souhaitent minimiser leur exposition aux aléas économiques en cas de crise mondiale. C'est une stratégie de diversification réussie, d'autant plus qu'elle vise les industries à très haute valeur ajoutée.
Le pays avait fait pareil avec son secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation de ressources naturelles. Il a notamment réglé la question de la crise hydrique en élaborant un réseau complexe de réservoirs à eau et de fermes gérées intelligemment. Tiens, on y a dédié une vidéo. Bref, tout ça pour dire que Singapour a plutôt bien amorcé sa transition financière, industrielle et technologique et que l'arrivée massive de capitaux étrangers non seulement confirme cette tendance, mais vont aussi l'accélérer. Un cercle vertueux, une population active éduquée et hautement qualifiée, un capital disponible pour investir, une sécurité juridique élevée, une fiscalité raisonnable, des infrastructures et un réseau de communication de pointe rendent la cité-État une destination très attractive pour les investisseurs étrangers. Singapour est en passe de devenir la Suisse asiatique. Elle a su s'inspirer du modèle original, mais en l'adaptant aux enjeux de notre temps et au contexte régional. Les Suisses ont encore l'avantage en termes de richesse individuelle, mais qui sait pour combien de temps? Maintenant, à toi, est-ce qu'on devrait s'inspirer du modèle suisse ou singapourien pour faire décoller nos industries à haute valeur ajoutée? Est-ce que déjà ce serait possible dans nos pays respectifs? Et surtout, est-ce que Singapour réussira vraiment à préserver son statut de sanctuaire face aux tensions régionales toujours plus importantes? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que t'as appris des trucs avec cette vidéo. Fais-la tourner, like, ça nous aide beaucoup. Merci pour ton écoute et à très vite.